Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce nouveau rendez-vous de la recherche qui se tiendra en français cette fois-ci. Aujourd'hui, nous allons aborder la problématique du transfert de connaissances. Il paraît que les efforts déployés par les chercheurs pour rendre disponibles les connaissances scientifiques ne suffisent toujours pas pour que ces connaissances soient réellement utilisées. Et pourtant, cette problématique s'avère essentielle de nos jours, puisque, comme vous le savez tous, les agences de financement de la recherche, mais également les acteurs politiques et sociaux, s'attendent à ce que les connaissances produites permettent d'éclairer les défis auxquels font face nos sociétés. Le but de ce webinaire, c'est justement de proposer une introduction au transfert de connaissances. Une introduction qui sera basée sur les dernières recherches qui ont été conduites à ce sujet. Et pour ce faire, nous allons accueillir le professeur Christian Dagenet en direct de Montréal. Le professeur Dagenet est professeur titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, et cela depuis l'année 2004. Il dirige notamment l'équipe Renard depuis 2008, une équipe qui examine la problématique du transfert des connaissances issues de la recherche. Renard signifie précisément recherche sur les effets non académiques de la recherche et ses déterminants. L'équipe Renard repose sur des collaborations entre chercheurs et milieux de pratique afin de contribuer à l'avancement des connaissances scientifiques dans ce domaine. Avant de passer la parole au professeur Dagenet, je voudrais ajouter qu'il y avait un autre membre de l'équipe Renard, en l'occurrence le docteur Aurélie Hoth, qui devait se joindre à nous, mais elle a eu un empêchement de dernière minute et elle nous a prié de l'excuser. Dans tous les cas, donc, professeur Dagenet, nous sommes vraiment ravis de vous avoir aujourd'hui parmi nous en tant qu'invité et de pouvoir profiter de vos connaissances sur ce sujet qui est vraiment d'actualité. Soyez le bienvenu parmi nous. Et avant donc de passer à la présentation et de vous donner définitivement la parole, je demanderai à tous les participants de bien vouloir éteindre leur micro, de les couper, comme ça on évite tout genre d'interférence. Maintenant, je pense que c'est bon. Professeur Dagenet, vous avez la parole. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Et s'il vous plaît, si vous pouvez me confirmer que je suis bien en mode présentation actuellement. Oui, on voit les diapos à côté. On voit pas, on va dire. Voilà, là oui, c'était pas Là, plein oui, c'est bon? l'écran, on voyait les diapositives. Ouais. Là, c'est bon. Là, c'est OK, bien. d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Je suis très content d'être là pour vous parler de mon domaine de recherche. En fait, le transfert de connaissances, c'est un processus, mais notre équipe a été mise en place non pas pour mener des activités de transfert de connaissances, bien qu'on le fait, mais pour mener des activités de recherche sur ces activités et ces outils de transfert de connaissances pour favoriser l'utilisation ou la prise en compte de ces informations-là dans la prise de décision et dans les pratiques des intervenants. Je vais commencer parce que, bon, depuis 2 ans, on a pris l'habitude de faire des présentations virtuelles, mais il reste que on a toujours l'impression d'être en train de parler tout seul devant son écran d'ordinateur. Je vais commencer par vous poser une question. J'aimerais bien que les gens qui souhaitent y répondre réactivent leur micro pour répondre à la question. Déjà, en 2011, on avait invité Sandra Notley, qui est une chercheure de réputation internationale et vraiment un des grands noms de la recherche sur le transfert de connaissances. Sandra Notley, qui était à l'Université d'Édimbourg en Écosse, et qui nous disait que la recherche avait le potentiel d'améliorer les politiques et les pratiques, mais que dans l'état actuel des choses, trop souvent, elle ne le fait. J'ai échangé avec Sandra, qui est à la retraite maintenant récemment, et puis elle maintient la même position. Elle dit, évidemment, les choses se sont améliorées un peu, mais il reste que
La recherche est financée à coût de milliards un peu partout dans le monde et il y a énormément de résultats de recherche qui pourraient être utiles aux décideurs et aux intervenants et à la population en général et que l'information ne se rend pas à eux, à tout le moins dans un format approprié pour faire en sorte qu'ils puissent s'approprier ces connaissances-là et éventuellement changer leur compréhension d'un phénomène ou changer leur comportement face à ce phénomène-là, que le comportement soit une pratique professionnelle ou une décision pour les gens qui sont en position de... Donc, à votre avis, et puis là, c'est vraiment dans le but que j'ai l'impression de ne pas parler tout seul, à votre avis, qu'est-ce qui explique le fait que la recherche souvent n'influence pas les pratiques et la prise de décision? Là, je vous écoute. Moi, tant qu'il n'y a pas eu au moins 2 ou 3 interventions, je ne parle plus. Allez-y, vous pouvez soulever la main, vous pouvez prendre directement la parole ou répondre à travers le chat, comme vous voulez. Ce serait bien d'avoir des réponses de différents contextes. Bon, moi, je vais briser la glace, puisque pour l'instant, je vois que personne ne veut se lancer. Moi, je vais dire... Et moi, je vais m'entêter. Moi, je dirais entre autres que, bon, d'après mes lectures, mes connaissances, les logiques, comment dire, qui agissent dans le monde de la recherche et les logiques qui agissent ailleurs ne sont pas toujours les mêmes. Les logiques, les intérêts. Moi, je dirais entre autres qu'il y a peut-être cet aspect-là, voilà, pour briser la glace. D'accord, alors, Voilà, on a quelqu'un d'autre aussi qui voudrait ajouter. Allez-y, Béchara Karam. Oui, bonjour. Oui, moi-même, je voulais dire un peu la même idée. C'est que les buts, peut-être, qui sont poursuivis par les décideurs, ne sont pas les mêmes buts poursuivis par les chercheurs. Ce qui conduit peut-être les décideurs à ne pas donner la même importance à la recherche qu'un groupe de recherche spécialisé. Peut-être également de notre part, en tant que chercheurs, des fois, peut-être nous souhaitons que tout l'intérêt soit donné à ce que nous faisons, quand bien même peut-être que nous exagérons, je ne sais pas, peut-être l'importance de notre propre recherche vis-à-vis des autres, alors que peut-être un décideur regardera la chose d'une matière un peu plus macro. Je ne sais pas, en fait, j'essaie de trouver une raison, mais je ne sais pas si c'est bien, si j'ai bien trouvé cette réponse. oui, absolument. Vous avez absolument raison. Et je suis content que vous ameniez ce point-là parce qu'il est vraiment fondamental. C'est que les chercheurs et les décideurs vivent dans des mondes séparés. Et ils conçoivent le monde d'une façon différemment et ils ont une compréhension différente de la qualité d'une information. Pour un chercheur, la principale qualité d'une information, c'est la rigueur avec laquelle elle a été produite. Pour un décideur, la première qualité d'une information, c'est son applicabilité. Ça ne veut pas dire que la validité et la rigueur n'ont pas d'importance pour le décideur, mais sa principale préoccupation, c'est comment je peux mettre ça en pratique. Alors que pour les chercheurs, ce n'est pas la première priorité, comment on peut mettre ça en pratique. D'autres raisons, je veux au moins une autre intervention et puis après, je vais m'assouplir et puis continuer à vous parler. Je vois Patricia Aide. Aussi, c'est pour parler. Je me demande si c'est peut-être une question de langage, peut-être le fait que la formulation scientifique est peut-être souvent mal comprise ou peut-être inaccessible pour les gens qui prennent des décisions. Peut-être, je ne sais pas. Non, vous avez parfaitement raison. Les chercheurs ne sont pas formés pour s'adresser à des gens qui n'ont pas de formation scientifique. Les chercheurs sont formés pour s'adresser à leurs pairs. Tout ce qu'on leur demande pendant leur formation puis pendant leur carrière,
c'est de produire des articles scientifiques et des présentations scientifiques dans des congrès avec toujours le même format de problématiques, méthodologie, analyse des résultats, discussion. Alors que pour un chercheur, la méthodologie de recherche a énormément moins d'importance. Ce qu'on veut, c'est qu'on nous présente des choses qui ont été produites avec rigueur, mais on n'a pas besoin de savoir comment vous avez procédé à votre analyse de médiation par équation structurelle. On n'a pas besoin de savoir ça quand on est gestionnaire dans un ministère, par exemple. Alors, le langage, l'adaptation, puis je vais en reparler tout à l'heure, l'adaptation des résultats de recherche dans un format approprié pour le public cible à qui il s'adresse est fondamentale en transfert de connaissances. Lindos Daou, à vous. Oui, bonjour. I'd like to do my intervention in English, if that is possible. No problem. Yeah, actually, yeah, there is definitely a gap where how I see between researchers and decision makers in the organizations. Researchers might think might use the method that they are using in research. It might be to some point hypothetical, and it might not be applied 100%. Or some of the researchers who come from a background who is purely academic, they might not be really familiar with the practical side and how what happens in the organizations. So they might have like certain recommendations, they might have suggestions to improve policy and practices, but yet in the real world, to some extent, not everything could be applicable. So, but mainly what actually happens is they might find like a midpoint, common grounds where things would be like understood by both parties, so it could be translated into something concrete and practical. Exactement, vous avez parfaitement raison. Et ça revient à ce que je disais tantôt pour les décideurs et pour les intervenants, c'est l'applicabilité des résultats de recherche. Et les chercheurs, puis vous savez, la recherche qui a été faite, je vais revenir là-dessus aussi rapidement tout à l'heure, mais la recherche qui a été faite sur les conditions d'utilisation de la recherche a clairement démontré que la formulation de recommandations pour l'action est un facteur favorable à l'utilisation. Et les chercheurs ne sont pas non plus formés pour formuler des recommandations. Et il y en a même qui trouvent que ça ne fait pas partie de leur responsabilité et puis qu'eux, ils veulent formuler des recommandations pour la recherche future, pas pour l'application des résultats qui ont été produits. Alors, ceci dit, je vais maintenant pouvoir continuer la présentation. Je vais probablement, parce que j'ai sans doute trop de diapos pour le temps qui nous est alloué ce matin. Ben, en fait, ici, c'est le matin à Montréal. Puis c'est le matin, un matin printanier où hier, on a pris l'apéro dans le jardin et puis aujourd'hui, il y a 15 cm de neige qui se sont abattus sur nous pendant la nuit. Donc, c'est vraiment un pays bizarre. Alors, je saute celle-là. Bon, la définition qu'on donne du transfert de connaissances, il y a énormément de termes qui sont apparus depuis 20-30 ans dans ce champ-là, où on parle d'application des connaissances, de knowledge translation, d'application, de mobilisation des connaissances, de partage et utilisation des connaissances. Nous, on a gardé le terme transfert de connaissances qu'on définit comme ça. C'est une espèce de terme parapluie qui englobe toutes les étapes entre la production de résultats de recherche et son utilisation, donc sa mise en action, qui se décrit comme ceci, c'est-à-dire l'ensemble des efforts consentis pour faire connaître et reconnaître les activités et les résultats de recherche en vue de leur utilisation par les milieux de pratique, les décideurs et le grand public, que la démarche soit interactive ou non. Il y a des gens qui ont voulu créer des nouveaux termes pour parler du concept de recherche vers l'action pour remplacer le transfert de connaissances parce qu'ils avaient l'impression que le terme transfert était une espèce de processus top-down, unidirectionnel des producteurs de connaissances vers les utilisateurs, alors que dans le terme transfert, il n'y a rien qui dit que c'est unidirectionnel et c'est pour ça que la définition qu'on a adoptée précise bien que la démarche peut être interactive ou non. Donc, ceci est notre définition du transfert.
Et quand on parle d'utilisation des connaissances, on peut parler de différents types d'utilisation des connaissances. Donc, premièrement, l'utilisation conceptuelle qui mène à une nouvelle compréhension, une nouvelle attitude en lien avec une situation. Donc, qui ne mène pas nécessairement à des changements de comportement. Donc, la première étape de l'utilisation des connaissances, c'est vraiment de changer sa compréhension d'un phénomène. Le deuxième type, c'est l'utilisation instrumentale qui mène clairement à une prise de décision ou à des actions différentes de la part d'acteurs, qui soient des décideurs, des intervenants ou des gens dans la population en général. Ensuite, l'utilisation symbolique, qui est aussi appelée stratégique ou persuasive. Trois termes qui sont utilisés pour parler de ce type d'utilisation-là, où la connaissance est utilisée, où les connaissances sont utilisées comme des arguments pour soutenir des lois, pour soutenir des décisions, pour convaincre les choses, les partenaires. Par exemple, dans des projets en Afrique de l'Ouest, on faisait des ateliers de présentation des résultats, des ateliers délibératifs autour des recommandations qui découlaient des résultats. Et quand les intervenants des centres de santé et de promotion sociale retournaient dans leur organisation, bien, ils apportaient des éléments qu'on avait présentés pendant l'atelier, puis ils affichaient ça sur le mur pour convaincre les autres de changer, par exemple, l'accueil des patients. Ça, c'est un exemple qui nous est arrivé, mais c'est vraiment pour illustrer le fait qu'on peut, en s'appuyant sur des résultats de recherche, tenter de convaincre les autres qu'il faut changer notre façon de faire. Et des décideurs peuvent utiliser des résultats de recherche pour justifier une décision de changer, par exemple, le paquet de services pour telle maladie, par exemple. Et finalement, quatrième type d'utilisation, l'utilisation processuelle, où on observe des changements des acteurs qui sont dus à leur implication dans le processus de recherche ou le processus de transfert. Quand on implique des acteurs dans la préparation d'un plan de transfert dès le début du démarrage d'un projet de recherche, bien, ces gens-là vont avoir utilisé les connaissances qui ont été produites de façon différente sur les processus. Donc, il y a différents types d'utilisation de connaissances. Bon, j'ai dit qu'il y a plusieurs définitions, il y a plusieurs types d'utilisation, mais il y a plusieurs approches de transfert de connaissances. Et il y a des auteurs déjà en 2006 qui en avaient identifié une soixantaine d'approches différentes. Là, je vous présente les trois plus grands types qui se démarquent le plus. Donc, l'approche expert, l'approche linéaire, donc l'approche de transfert de connaissances qui va des producteurs de connaissances vers les utilisateurs. Dans ce contexte-là, les producteurs de connaissances communiquent, mais d'une façon adéquate, leurs connaissances issues de la recherche aux utilisateurs potentiels. C'est un modèle qu'on retrouve beaucoup dans le domaine biomédical où on a démontré l'efficacité supérieure d'un traitement ou d'un médicament face à d'autres traitements ou d'autres médicaments et on pose dans les utilisateurs ces traitements-là en leur disant, ben voici, on a fait la démonstration que c'est plus efficace, il faut faire ça comme ça maintenant. C'est un modèle de transfert de connaissances qui fonctionne bien dans certains contextes, comme le secteur biomédical, mais dans le domaine social, par exemple, ça fonctionne beaucoup moins bien. Deuxième approche, l'approche résolution de problèmes, problem solving, où cette fois-ci, c'est le contraire, c'est que ça part des utilisateurs vers les producteurs. Donc, le processus est déclenché pour répondre à des besoins des utilisateurs qu'ils ont exprimés, qui sont à la recherche d'une solution face à une problématique et qui vont solliciter des chercheurs pour les aider à trouver des solutions validées, donc démontrées efficaces pour solutionner le problème. Et le troisième type, qui est de plus en plus populaire de nos jours, c'est l'approche interactive où il y a des échanges plus ou moins fréquents entre les producteurs et les utilisateurs potentiels tout au long de la démarche de recherche. Le plus bel exemple d'une approche interactive comme celle-là, c'est les équipes de recherche en partenariat. Notre équipe, l'équipe Renard, est une équipe de recherche en partenariat avec des milieux de pratique du transfert et on travaille ensemble sur une base régulière où lorsque les besoins de nos partenaires sont clairement identifiés, bien, on fait des revues systématiques pour trouver des façons de répondre à leurs besoins, ou on
développent des nouveaux projets de recherche pour élaborer des solutions. Fait que ça repose sur l'élaboration d'un lien de confiance entre les chercheurs et les utilisateurs. Et évidemment, ce lien de confiance-là se développe à partir d'échanges répétés. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire partie d'une équipe comme ça. Maintenant, pour ce qui est du processus de transfert, je vous présente le Knowledge to Action Framework qui a été élaboré par Ian Graham et son équipe. Ian Graham qui était à l'Université de Toronto, mais qui a ensuite été vice-président application des connaissances aux Instituts de recherche en santé du Canada et qui a vraiment fait beaucoup dans le domaine du transfert, spécifiquement en santé dans ce cas-ci. Donc, le modèle est séparé en deux grandes phases. Ce qu'on retrouve au centre de cette figure, c'est tout le processus de création, de production des connaissances qui peuvent mener jusqu'à des outils ou des produits issus de ces connaissances-là, mais où il n'y a pas encore eu d'interaction. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase est la phase qui mène à des activités de transfert de connaissances, donc où on identifie les écarts qui existent entre les connaissances et la pratique. Donc, on identifie le problème, puis là, on va sélectionner, évaluer, puis choisir les connaissances qu'on veut transférer. Ensuite, on va les adapter au contexte local. Et ça, c'est une étape absolument fondamentale. L'adaptation des résultats au contexte local. Les chercheurs ont l'habitude de présenter les résultats de leur recherche de façon globale, c'est-à-dire qu'ils mènent une recherche qui poursuit plusieurs objectifs et qui produit plusieurs catégories de résultats. Et quand ils font une présentation, la plupart du temps, ils présentent tout. Mais dans une recherche, surtout les recherches de grande envergure, pour les grands projets, il y a certains des résultats qui peuvent intéresser des décideurs, mais d'autres résultats qui peuvent intéresser des intervenants, puis d'autres résultats qui peuvent intéresser la population en général, les ONG, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers. Et ces gens-là n'ont pas besoin de toute l'information, ils ont besoin des informations qui les concernent et il faut leur présenter dans un format qui soit adapté. L'étape d'après, c'est d'identifier les facteurs d'influence. Qu'est-ce qui va faire en sorte, dans le contexte où on va mener nos activités de transfert de connaissances, qui vont faire en sorte que ça va favoriser l'utilisation ou ça va entraver l'utilisation? Parce qu'il y a, par exemple, une élection qui arrive et on sait qu'il y a certains résultats qui peuvent être bien, ou certaines recommandations qui découlent d'études qui peuvent être bien vues par la population, d'autres moins bien vues ou qui peuvent susciter des résistances ou tout ça. Donc, il faut être capable d'anticiper les obstacles qui peuvent apparaître et profiter des opportunités qui sont dans le contexte. Donc, c'est à la suite d'une analyse du contexte qu'on arrive à identifier ces facteurs d'influence-là. Ensuite, il faut sélectionner, adapter et mettre en œuvre une stratégie de transfert de connaissances. Est-ce qu'on va faire des notes de politique, des infographies, des capsules vidéo, des pubs radio pour s'adresser à la population en général? Est-ce qu'on va mettre en place des théâtres forums pour avoir un échange avec la population dans certains quartiers, par exemple, etc., etc. Donc, toutes ces stratégies-là doivent être élaborées, planifiées, et souvent, on fait ça en élaborant conjointement avec des utilisateurs et des producteurs de connaissances, un plan de transfert de connaissances qui détermine quelles connaissances devaient être transmises à qui et de quelle manière. Ensuite, il faut monitorer l'utilisation des connaissances, donc il faut s'assurer de collecter des informations qui nous permettent, à l'étape suivante, d'évaluer les retombées de la stratégie et élaborer une stratégie pour favoriser la pérennisation de l'utilisation. Maintenant, quels sont les facteurs qui influencent l'utilisation? Depuis un peu plus de 20 ans maintenant, il y a une quantité importante de recherches qui ont été menées sur les conditions d'utilisation de la recherche. Et on les a catégorisées au sein de l'équipe
avec les travaux qu'on a menés depuis une douzaine d'années maintenant, en plusieurs catégories de facteurs. Le premier, c'est l'expertise individuelle. Donc, l'habilité nécessaire pour identifier, interpréter puis utiliser les connaissances issues de la recherche. Et aussi la capacité à juger de la qualité méthodologique des résultats de recherche. Ça, c'est une expertise qui n'est pas nécessairement indispensable à l'ensemble des utilisateurs. Mais par exemple, au sein d'une organisation, si on mandate quelqu'un pour faire des bilans de connaissances, il doit disposer de cette expertise-là. Deuxième catégorie de facteurs, les caractéristiques personnelles des utilisateurs. On a séparé l'expertise nécessaire parce que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui doit disposer de cette expertise-là, mais les caractéristiques des utilisateurs, ça c'est pour tous ceux qui sont potentiellement des utilisateurs. Donc, leur réceptivité, leur attitude positive face à la recherche est un facteur déterminant de l'utilisation. L'utilité perçue de la recherche aussi. Dans certains milieux, on considère que les travaux des chercheurs sont des trucs qui sont trop déconnectés du terrain, des réalités de notre contexte pour que ce soit utile. Donc, si on ne considère pas que la recherche peut être utile, il va y avoir un travail supplémentaire à faire pour convaincre les gens de l'utilité de nos résultats. Et finalement, la congruence entre les besoins des gens et les connaissances disponibles. On veut faire du transfert de connaissances sur la nutrition, par exemple, mais qu'on est dans un contexte où les gens sont aux prises avec une criminalité énorme ou quelque chose comme ça, bien, on risque de ne pas trouver preneur de nos résultats. Troisième catégorie, les caractéristiques organisationnelles du milieu utilisateur. Donc, un milieu où la culture organisationnelle valorise la recherche, c'est un facteur déterminant. Le niveau d'implication de l'organisation dans le processus de transfert aussi, s'ils ne sont pas passifs et qui ne reçoivent pas les résultats, mais bien qui sont impliqués dans le processus. Par exemple, parce qu'il y a eu des ateliers délibératifs où on a discuté de l'applicabilité et de la pertinence des recommandations qui découlent des résultats de recherche. Ça, c'est un facteur qui favorise. Un leadership fort de la direction, qui aurait pu être le premier élément qu'on mentionne ici, mais ils sont classés en ordre d'importance, c'est aussi un facteur déterminant. Et les ressources dédiées pour des activités de transfert au sein de l'organisation, c'est aussi un facteur déterminant. Les ressources dédiées, bien, ça peut être le premier élément que j'ai mentionné tantôt, l'expertise nécessaire. Donc, on a développé au sein de l'organisation l'expertise d'au moins une personne qui est capable de repérer puis de voir la qualité des résultats de recherche pour les transférer au sein de son organisation. Ça prend des ressources informationnelles, ça prend des ressources humaines, évidemment, et des ressources financières pour libérer les gens pour certaines activités, par exemple. Quatrième catégorie, les caractéristiques des stratégies de transfert et de soutien. J'ai parlé tout à l'heure de l'importance d'adapter les connaissances et la communication au public ciblé, de formuler des pistes pour l'action, donc de formuler des recommandations pour l'action qui doivent ensuite être validées par les utilisateurs potentiels qui sont les experts du contexte dans lequel ils travaillent. Ensuite, de mettre en place des mécanismes d'échange formels et informels, c'est aussi un facteur déterminant. Et la présence d'intermédiaires entre la recherche et la pratique, c'est aussi quelque chose qui peut être très aidant. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler déjà de courtier de connaissances, qui est un intermédiaire entre les chercheurs et les utilisateurs, puis qui fait le pont, qui va faire du réseautage, qui va aller voir les besoins des utilisateurs, qui va retourner voir les chercheurs pour dire « Avez-vous quelque chose qui permet de répondre à ce besoin-là? Est-ce possible de mettre en place quelque chose si vous n'en avez pas? De mettre en place, de développer une activité de recherche pour répondre à ce besoin-là. » C'est un facteur qui peut être aidant et mené à l'utilisation. Et enfin, dernière catégorie, les caractéristiques des chercheurs qui doivent avoir une attitude envers la collaboration avec des utilisateurs potentiels, qui doivent avoir les habiletés à adapter les connaissances ou à s'entourer de gens pour le faire. Parce qu'on est, comme chercheur, on n'a pas reçu la formation pour adapter nos résultats de recherche à un public non scientifique. On est formé pour s'adresser à nos pairs. Mais dans les équipes de recherche qui sont bien financées, on a souvent des ressources qui nous permettent de recruter quelqu'un qui va se charger justement de ce travail-là d'adaptation et de diffusion
des connaissances dans un format approprié. Il y a des organismes de financement de la recherche au Canada, en tout cas, et au Québec en particulier, qui, dans leur programme de financement, imposent, certains de leurs programmes, pas tous, imposent aux chercheurs d'élaborer un plan de transfert pour s'assurer que les résultats qui soient produits par des fonds publics aient des retombées publiques. La crédibilité des chercheurs est un autre facteur qui est important. Et enfin, la reconnaissance des activités de transfert de connaissances pour faire une promotion des chercheurs, tant et aussi longtemps que les universités ne reconnaissent pas les activités de transfert qui peuvent demander un certain temps ou un temps assez important et que ce n'est pas valorisé au sein de l'institution universitaire, ben, ça va constituer un obstacle. Que beaucoup de chercheurs, de plus en plus de chercheurs réussissent à contourner ces obstacles-là puis à le faire quand même, mais dans certains cas, ils le font pendant le week-end parce qu'ils n'ont pas le temps pendant leur prestation de travail de le faire. 5 grands principes à considérer dans une démarche de transfert de connaissances et ensuite je vais m'arrêter là-dessus. Dans une démarche de transfert de connaissances, premier principe, bien connaître le contexte et le public cible. On n'a pas besoin de faire ça quand on fait une présentation scientifique dans un colloque scientifique. On n'a pas besoin de connaître le contexte et le public cible. On s'adresse à des membres de notre communauté. Mais quand on fait un transfert de connaissances, il faut préciser comment le problème et les besoins non comblés sont à l'origine de la démarche de transfert. Puis il faut aussi circonscrire les publics cibles, leurs besoins, leurs préférences, leur degré de réceptivité. Ce qu'on dit, c'est quand on s'adresse à un public très hétérogène. Par exemple, si on travaille sur les accidents de la route dans un pays à faible revenu, où il y a plus de morts, il y a 7 fois plus de morts que dans les pays à revenus élevés, ben, si on travaille avec un groupe hétérogène de groupes qui travaillent sur des groupes de la société civile qui travaillent sur la sécurité routière, avec des policiers, des ambulanciers, des sapeurs-pompiers qui sont les premiers intervenants, avec des gens de la santé, puis avec des gens au niveau décisionnel, ben, on ne peut pas présenter les choses de la même manière que si on s'adresse uniquement aux policiers, par exemple. Parce que les policiers, eux, ce qu'ils vont vouloir savoir, c'est où sont les zones les plus dangereuses qui produisent le plus d'accidents avec des blessés. Comme ça, on va pouvoir mobiliser nos ressources puis les disperser aux bons endroits. Alors que le décideur au niveau du ministère de la Santé, lui, il va vouloir savoir comment on peut raccourcir le délai entre le lieu de l'accident et le premier diagnostic, le premier traitement qui est offert. Donc, les gens n'ont pas besoin des mêmes informations, ne sont pas intéressés par les mêmes informations. Et si on veut capter leur attention, il faut bien connaître leurs besoins, leurs préférences, leur degré de réceptivité pour adapter le message aux bonnes personnes de la bonne manière. Deuxième grand principe, privilégier une approche intégrée du transfert de connaissances, donc débuter le transfert, débuter les discussions, les réflexions autour du transfert dès le début du projet. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais de commencer à réfléchir à un plan de transfert dès le démarrage d'un projet, parce qu'on sait quel type de résultats on veut produire et on peut déjà se questionner sur à qui ces résultats-là pourraient être utiles. Deuxième point, favoriser les interactions entre les producteurs de connaissances et les publics cibles de façon à justement être en mesure de choisir les bonnes informations à transmettre aux bonnes personnes de la bonne manière. Et enfin, s'ajuster aux besoins et au contexte des publics cibles dans le continu. Si on démarre la réflexion autour du transfert dès le début d'un projet, ça se peut que si ce projet-là s'échelonne sur 2, 3, 4 ans, que les choses changent en cours de route, qu'il y a une élection. Bon, on a été aux prises, nous, récemment, dans un projet dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest où il y a eu un coup d'État dans un des pays. Le ministère a été complètement refiguré, tout ça. Il faut s'ajuster, il faut refaire des contacts. Bon, bref, il y a toutes sortes de choses qu'on doit prendre en considération. Puis le passage du temps fait en sorte que si on n'est pas à l'affût, justement, des informations qui sont déterminantes pour nos activités de transfert, ben, on risque d'avoir un effet mitigé. Troisième principe, reconnaître et mobiliser différents types de connaissances. Donc, il faut s'appuyer sur des connaissances libres, rigoureuses et utiles
mais pas seulement sur les connaissances qui sont produites par les chercheurs, mais aussi l'expertise des utilisateurs, qui sont les experts de leur contexte, donc qui savent qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qui va être bien reçu, qu'est-ce qui va être mal reçu, qu'est-ce qui va demander une certaine préparation, sensibilisation avant d'aller vers des propositions de changement, parce qu'il y a des différences culturelles, il y a des enjeux liés à des valeurs, à des croyances, donc il faut tenir compte de ça. Ces connaissances-là, qui sont des connaissances tacites des intervenants, sont à prendre en considération. Quatrième principe, miser sur des interventions multiples. Il n'y a pas d'activité de transfert de connaissances qui permettent de rejoindre tout le monde et puis de maintenir en fait un changement, de produire un changement qui va être pérenne s'il n'y a pas un suivi, s'il n'y a pas une multiplicité des outils, des activités à mettre en place, s'il n'y a pas un suivi de ces activités-là, s'il n'y a pas un plan de transfert, bref, une multitude d'outils qui doivent être utilisés, qui n'exigent pas nécessairement une multitude de ressources pour y arriver, mais on fait les choix appropriés en fonction des ressources dont on dispose, mais quand on est un peu créatif, on arrive quand même à mettre en place une gamme d'activités qui va rejoindre différents publics cibles à des coûts quand même raisonnables. Donc, il faut combiner des stratégies de diffusion des connaissances à des stratégies d'appropriation pour accompagner les utilisateurs. Par exemple, un courtier de connaissances peut faire ça, mais on peut aussi mettre en place un comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations qui découlent de la recherche pour que ces gens-là se réunissent de temps en temps, puis pour voir si les gens qui étaient responsables de mettre en œuvre une des recommandations ont continué à agir là-dessus, continué à se réunir, continué à réfléchir, continué à agir. Et finalement, cinquième principe, travailler en collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés. Ça ne veut pas dire si on travaille avec des organismes de la société civile qu'on a besoin d'avoir tous les membres de ces organisations-là qui soient présents tout le temps, mais qu'on a des représentants puis qu'on ait des échanges sur une base régulière qui peut être plus ou moins rapprochée. Donc, développer des relations de partenariat entre les producteurs et les utilisateurs, c'est un facteur qui influence positivement l'utilisation de la recherche. Il y a plusieurs études qui confirment ça déjà. Et dernière chose, la planification d'une démarche de transfert de connaissances. J'ai évoqué 2 fois précédemment l'utilité d'un plan de transfert de connaissances. Et ce qu'on met dans un plan de transfert, c'est les réponses aux questions qui sont sur cette diapo-là, c'est-à-dire quoi, qu'est-ce qu'on doit transférer, pourquoi on doit le transférer, c'est quoi l'objectif du transfert. Ensuite, par qui va être chargé de le faire et qui va être la personne ciblée pour le transfert. Donc, qui est le public cible des activités de transfert et qui va animer, va développer les outils, va animer les activités, va les préparer, tout ça. Donc, qui est visé et par qui ça va se faire, à quel moment, de quelle manière, donc quels outils, quelles activités, quelles stratégies de transfert on va mettre en place dans un plan, c'est une question fondamentale. Est-ce qu'on va faire des notes de politique, des infographies? Est-ce qu'on va animer des ateliers délibératifs? Est-ce qu'on va en faire 1, 2 ou 3? Quels sont les objectifs de ça? Bon, bref, tout ça est à planifier, organisé par public cible et par information, par connaissance à transférer. Et combien c'est les ressources dont on va devoir mobiliser pour mener les activités.